Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette séance des webinaires des Purs qui traitera aujourd'hui des questions de mobilité et en particulier des questions des enquêtes mobilité certifiées CEREMA. Donc on va essayer en 1 heure de vous dresser un petit aperçu de ces enquêtes et des grands résultats de l'enquête mobilité de 2021 sur la région stéphanoise. Je devais être accompagné par Christophe Hurès du CIREMA, mais qui a priori a un petit souci. Donc je vais essayer de parler à sa place, même si ça sera forcément beaucoup moins détaillé que ce qu'il aurait pu vous expliquer. Donc pour commencer, on voulait vous faire une petite introduction sur les EMC2 en général et puis les grandes tendances qu'on observe dans ces enquêtes au niveau national et sur les questions qu'on peut se poser sur les impacts des crises récentes. Donc, juste pour faire un petit point, les EMC2, c'est des enquêtes qui existent depuis longtemps et qui s'inscrivent dans le temps puisqu'elles ont démarré dans les milieux des années 1970 avec les premières enquêtes. À ce jour, quasiment toutes les grandes agglomérations de France ont réalisé plusieurs EMC2. La méthodologie des EMC2, elle est restée stable sur toute cette période, mais elle a quand même évolué avec son temps pour s'adapter aux pratiques de la mobilité et puis aussi aux pratiques de vie des gens. Et aujourd'hui, c'est un vrai outil de comparaison à la fois spatiale, mais aussi temporelle. C'est une méthodologie qui est éprouvée et qui est considérée comme fiable au niveau de la méthode statistique, au niveau des redressements et au niveau des analyses qu'on peut en faire. Juste pour dresser alors très rapidement ce que nous disent ces enquêtes sur les temps longs avant la crise sanitaire, elles nous disent globalement que la mobilité, c'est quelque chose qui est très stable. On observe toujours entre 3 et 4 déplacements en moyenne par personne dans toutes les enquêtes et dans le temps long. Un budget de temps consacré au déplacement qui reste assez stable sur tout ce temps long. On a assez peu d'évolution des motifs de déplacement et des évolutions de part modale qui restent, si on regarde ça au niveau global, très minimales. Par contre, on a vu des grandes tendances sur ces dernières années. La première, c'est que la voiture, c'est devenu un bien de la personne et non plus un bien du ménage. Dans les années 70, on avait souvent une voiture par ménage qu'on se partageait. Aujourd'hui, on a plutôt tendance à avoir une voiture par personne en âge de conduire une voiture. On observe aussi que c'est un peu le contre-coup, hein. Du coup, on est de plus en plus souvent seul dans sa voiture. Et puis, on observe aussi que les distances parcourues, elles ont tendance à augmenter au fur et à mesure que les enquêtes se renouvellent. Après, on a 2 types d'événements ou des crises qui ont pu impacter les mobilités avec des questions d'événements structurels ou d'événements conjoncturels. Et le CEREMA, alors je suis un peu mal à l'aise de parler à sa place, mais s'est interrogé beaucoup justement sur la question est-ce que la crise sanitaire du Covid, est-ce que c'est un événement structurel ou conjoncturel? Est-ce qu'elle va s'inscrire dans le temps ou est-ce que c'était juste un passage court? Alors le CEREMA s'est basé sur plusieurs sources de données pour mener ces analyses assez récentes. D'abord les EMC2 récentes, celles réalisées juste avant ou juste après la crise sanitaire. Mais aussi sur des enquêtes spécifiques menées avec l'INSEE et puis des enquêtes flash qu'ils ont pu faire aussi à côté. Alors globalement, en grande tendance, qu'ils peuvent observer comme impact de cette crise sanitaire, c'est un développement du télétravail qui est assez marqué. Ils ont pu observer un développement poussé des visioconférences, un développement du e-commerce. Et puis, pendant la période crise, on a observé un usage un peu différencié des modes, alors plutôt avec une baisse pour la voiture et surtout pour les transports en commun urbains, et plutôt une hausse pour la marche et le vélo. Et puis, on a aussi observé, mais dans ces enquêtes-là et dans d'autres choses, une tendance des ménages à rechercher un environnement plutôt moins urbain pour habiter. Si on regarde sur le télétravail, on a 24% des actifs interrogés dans les enquêtes récentes qui pratiquent aujourd'hui le télétravail. On n'en observait que 11% avant 2019, avec une augmentation des télétravailleurs réguliers,
Et puis avec une tendance, mais qui ne surprendra personne non plus, c'est surtout des cadres qui pratiquent le télétravail. Voilà. Un jour de moyenne, aujourd'hui, on observe qu'il y a à peu près 5 des actifs qui sont effectivement en télétravail, à leur domicile en semaine. Et là, on a une grosse différence par rapport à ce qu'on observait, avant la crise sanitaire, où on était plutôt de l'ordre de 1 des actifs. On observe aussi aujourd'hui qu'en moyenne, les travailleurs, c'est des gens qui ont leur lieu d'emploi à 21 kilomètres de chez eux, les jours où ils vont au bureau. Donc ils sont plutôt plus éloignés de leur bureau que les actifs qui télétravaillent pas. Mais par contre, avant 2019, cette distance était beaucoup plus loin. Donc on voit que ce télétravail, il a tendance à toucher une masse plus différente des actifs. Historiquement, les actifs en télétravail étaient des gens qui avaient un emploi très loin de leur domicile et qui donc du coup pratiquaient le télétravail. Aujourd'hui, le télétravail concerne aussi des gens qui ont un lieu d'emploi beaucoup plus proche de leur domicile. Ce qu'on constate aussi aujourd'hui, c'est que quand un télétravailleur est effectivement en télétravail, Christophe arrive. Hop. Est-ce que Christophe arrive à ouvrir son micro? Attendez. Christophe, est-ce que tu arrives à... Bonjour. Ah j'ai attaqué un peu sans toi. Très bien fait. Je suis vraiment désolé de ce contretemps, mais j'arrivais pas à gérer un compte avec mon ordinateur pro. J'ai dû prendre mon ordinateur perso pour avoir le compte de Teams et arriver à ouvrir. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé. Désolé vraiment pour ce retard. Je te laisse reprendre la suite si j'en étais arrivé. Alors, je reprends. Alors, vraiment désolé encore une fois. Donc, effectivement, hein, par rapport à ce qu'on a pu constater ces derniers temps, bien sûr, on a un zoom sur le télétravail qui marque encore aujourd'hui fortement hein, nos nouvelles modes de vie, notamment chez les actifs. Et donc, en fait, on constate quand même qu'il y a, quand on regarde les télétravailleurs qui sont à leur domicile le jour où on les enquête, donc ils font du télétravail à leur domicile, ils ont une forte immobilité, puisque un jour moyen de semaine, qu'on soit les actifs en moyenne, c'est 6% des actifs qui sont immobiles. Et parmi les actifs qui sont en télétravail chez eux, on en a 28% qui sont immobiles. Et quand on regarde les autres télétravailleurs, c'est 3% qui sont immobiles. Donc ça, c'est les télétravailleurs qui d'habitude peuvent télétravailler chez eux, mais qui, le jour de l'enquête, étaient sur leur lieu de travail. Et dans les non-télétravailleurs, on est à 6% à être immobile. Donc on voit bien une grande différence entre les télétravailleurs à domicile et enfin, qui réalisent réellement le télétravail à domicile au moment de l'enquête. Sinon, globalement, hein, les évolutions de ces indicateurs, elles sont peu marquées à ce jour. Il faut continuer à suivre les tendances futures. Alors, pourquoi est-ce que c'est peu marqué aujourd'hui au niveau du télétravail? C'est qu'au final, on a vu hein, sur la diapo que Guillaume vous a présentée, qu'on avait peu de télétravailleurs au final et que ils font 2 jours par semaine, donc ça compte au final que 20%. Le télétravail compte 20% pour 20% des 40% des actifs, donc ça fait au final peu de monde. Donc, quand on continue un peu sur le zoom sur le télétravail, on s'est posé beaucoup de questions en fait. Est-ce que comment ça se fait? Quel type d'activité ils font? Et puis, en termes de budget de temps et de budget de distance, est-ce qu'ils ont vraiment des grosses différences entre les télétravailleurs et les non-télétravailleurs, et dans les télétravailleurs, ceux qui réalisent vraiment du télétravail ce jour d'enquête? Bon, on a plus de retours au domicile, donc ça, c'est dans les premières barres au-dessus du terme domicile où on voit ça. Donc, les télétravailleurs qui sont à leur domicile, ils font 42% de leurs déplacements, c'est des retours au domicile,
alors que les télétravailleurs au bureau, ils sont autour de 30% et 36% pour ceux qui ne font pas de télétravail. Donc, c'était les premières. Donc, on peut se poser la question de savoir au final, est-ce qu'ils ont moins d'enchaînement de déplacements? Est-ce qu'ils font plus d'activités? C'est-à-dire que dans la mesure où ils sortent de chez eux pour pouvoir, par exemple, aller chercher des enfants le midi, et puis bon, ils vont les raccompagner après. Donc, du coup, ils font plus de sorties depuis leur domicile, donc pour pouvoir faire plus d'activités. On voit bien effectivement, quand on regarde des activités, qu'ils ont des activités différentes. Donc, ça, c'est les autres barres du diagramme. On voit qu'ils font plus d'achats, plus de loisirs et plus d'accompagnement. Donc, quelque part, le télétravailleur, il profite d'être en télétravail chez lui pour aussi pouvoir aller faire des achats, des loisirs, de l'accompagnement. Et quand on regarde les budgets temps et les budgets distance, bon, on a des budgets temps et des budgets distance qui sont là en dessous, qui sont quand même très différents. Donc, puisque au final, en fait, on a 2 fois moins de temps et 4 fois moins de kilomètres chez les télétravailleurs en télétravail. Donc, quelque part, comme ils sont à leur domicile, ils n'ont pas tout ce trajet entre le domicile et le lieu de travail à faire. Donc, du coup, on voit que ça gagne du temps. Et ce sont les télétravailleurs au bureau qui consacrent le plus de temps et le plus de distance à se déplacer. C'est la barre qui est à 74 km en distance et qui est à 110 minutes par jour au niveau du temps. Et donc, les télétravailleurs consacrent quand même en moyenne plus de temps et plus de distance à se déplacer que les non-télétravailleurs. Et quelque part, en fait, notamment l'effet distance, je suis loin de mon domicile pour travailler, favorise le télétravail. Et donc, on l'a regardé, en fait, par rapport à ces distances. Et qu'est-ce qu'on constate? C'est que c'est le petit diagramme qui est en dessous. Les gens qui font du télétravail au domicile, le jour de notre enquête, ils vont faire 3,9 km sur leur journée, alors que les autres actifs qui ne font jamais de télétravail, eux, ils en font 8. Et les télétravailleurs qui, ce jour-là, sont allés au travail, ils ont en moyenne 13 km de déplacement. Donc, on voit bien, en fait, qu'on a des distances plus importantes chez les télétravailleurs, et notamment chez les télétravailleurs qui travaillent ce jour-là. Et on voit aussi que, du coup, au final, on a un usage moins important de la voiture et plus important de la marche pour les télétravailleurs au domicile. Quand on sait que la voiture, c'est le mode le plus utilisé pour aller au travail, le fait d'être en télétravail au domicile, ils n'ont pas à faire ce déplacement-là et ils font plutôt des déplacements de proximité qui leur permettent notamment d'utiliser la marche. C'est ce qu'on voyait aussi tout à l'heure avec les activités, l'accompagnement des enfants à l'école, c'est en général plutôt des déplacements de proximité. Alors, la grosse question, qu'aujourd'hui, voilà, on a le télétravail qui s'est mis en place et on ne sait pas en fait comment ça va perdurer. Quand on voit un peu tout ce qui s'est passé suite à Covid, clairement, le télétravail aujourd'hui s'est installé dans les habitudes de certains actifs. Mais le travail, c'est 20% des activités. Ça ne concerne pas tout le monde. Par contre, c'est quand même pour le travail qu'on effectue les déplacements les plus longs et le plus souvent en voiture et seul dans sa voiture. Donc, on voit bien que si on développe ou si le télétravail tend à se développer, on aura des effets notamment sur les distances parcourues. On a constaté un essor du vélo dans certaines villes. Par contre, toute la question qu'on a quand même, nous, en tant que statisticiens, quand on regarde les chiffres, c'est toute chose égale par ailleurs, quels sont les facteurs explicatifs? Est-ce que c'est la crise sanitaire qui a eu un rôle de catalyseur ou de déclencheur? Ou est-ce que, non, c'est toutes les politiques menées depuis de nombreuses années qui font qu'on arrive aussi à ces changements-là. Et puis, on va avoir des tendances qui vont demander à se confirmer. On constate là un retour vers les transports en commun qu'on avait perdu avec la crise sanitaire, même si la croissance a été stoppée. Est-ce que ça va poursuivre? On a constaté un développement du e-commerce. Bon, ce n'est pas encore non plus ce développement du e-commerce bien précisé son impact sur la mobilité. Et puis, il y a eu beaucoup de travaux ou d'interrogations sur la mobilité résidentielle, les gens qui voulaient quitter les grandes villes, notamment la région parisienne, pour aller dans les villes de province, et un effet un peu moins dans les villes de province, mais qui a pu être constaté. Bon, ça aujourd'hui, ça reste à confirmer, et on est en attente un peu des chiffres de l'INSEE qui nous permettront d'aller plus loin. Alors,
quand on regarde un peu ce qui se passe sur votre territoire, hein, sur le MC2 de Saint-Étienne, bah, fondamentalement, en fait, il n'y a rien qui distingue Saint-Étienne des autres agglomérations. C'est-à-dire que quand on regarde, ben, Saint-Étienne, en fait, est dans la moyenne des agglomérations de cette taille-là. Par contre, les différences qu'on va plutôt voir, elles sont plutôt liées au rythme de politique ou d'évolution socio-démographique différentes ou qui arrivent dans un calendrier différent. Si on a la politique qui peut être mise en place en matière de mobilité, si derrière on a une évolution de la population qui tend à vieillir, la mise en place de la politique sera différente que si on a une agglomération où la population a tendance à rajeunir. C'est ça qu'on veut expliquer là-dedans, c'est-à-dire que les différences, en fait, elles sont aussi liées à la structure socio-démographique du territoire et pas uniquement, même si ça a son importance aussi, bien sûr, aux politiques mises en place. Merci Christophe. Désolé pour ce petit bug technique. Ouais, mais c'est bon, je suis désolé. Je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat de la réunion. On essaiera de se garder un petit temps à la fin pour y répondre. Alors après cette introduction sur les grandes tendances et ces effets qui interrogent quand même, puis on a toujours envie de savoir si on est vraiment très différent des autres ou pas. Juste en guise d'introduction, pour vous dire que les enquêtes mobilité, c'est une vraie tradition ligérienne. La première enquête dans le département de la Loire elle a été réalisée en 1992. À l'époque, c'était une enquête ménage-déplacement. Elle était sur la ville de Saint-Étienne et puis les deux vallées. Elle repartait jusqu'à la plaine. Elle a été suivie en 2001 par une enquête qui s'est un peu agrandie. C'est le vert un petit peu plus sombre ici. Puis par une autre enquête en 2010 avec un territoire encore plus large qui prenait à l'époque les territoires des partenaires pour aboutir à une autre enquête la plus récente en 2021 qui couvre les 2 tiers du département de la Loire, 1 tiers du département de la Haute-Loire et un petit bout du Puy-de-Dôme. Mais c'est aussi une tradition au nord du département, puisque en 2000, Roanne et les 6 communes de l'agglomération à l'époque étaient la première ville française à réaliser une enquête sur une nouvelle méthodologie qui s'appelait les enquêtes villes moyennes, que le CT à l'époque, CEREMA aujourd'hui, avait développé pour permettre à des villes de plus petite taille de bénéficier aussi de données sur la mobilité grâce à une enquête réalisée au téléphone et non plus au domicile des ménages. Et cette enquête avait été réactualisée en 2012, cette fois-ci sur le territoire de tout l'arrondissement de Roanne, toujours avec la même méthodologie. Donc on a au total 6 enquêtes sur le territoire ligérien qui se superposent plus ou moins suivant les périodes. Alors pour rentrer dans le détail de l'enquête qui nous intéresse le plus aujourd'hui, et qui est donc l'enquête, le MC2 Saint-Étienne-Loire-Sud PILA 2021, juste en introduction pour dire qu'une enquête comme ça, on la fait tous les 10 ans parce que c'est un temps long que de réaliser une enquête comme celle-ci, déjà par temps normal et encore plus quand on a une crise sanitaire au milieu. Les travaux ont commencé entre les partenaires en décembre 2017 pour réfléchir à quel périmètre, quel type d'enquête, avec quel partenaire on allait pouvoir réaliser cette enquête. Et c'est à peu près 1 an plus tard qu'a été signée une convention de partenariat entre tous ces partenaires-là qui s'étaient décidés pour permettre de lancer les appels d'offres. Le temps des marchés publics étant ce qu'il est, l'enquête ménage a effectivement démarré le 10 décembre 2019. Donc on était déjà presque 2 ans après le début des premiers travaux. Bon, après est arrivé ce qu'on a tous encore en tête, le Covid, confinement, fermeture des écoles, ce qui fait que le 14 mars 2020, l'enquête a été suspendue alors qu'elle n'était pas finie. On avait fait à peu près les 2 tiers des enquêtes. Elle a été suspendue parce que, bien entendu, il n'était plus question de suivre la mobilité dans une période où les enfants n'allaient plus à l'école, puis encore moins dans une période où tout le monde était confiné à son domicile. On a après attendu patiemment un créneau le plus propice possible à reprendre cette enquête et c'est donc finalement en septembre 2021, après 18 mois d'interruption, que l'enquête a pu reprendre dans une phase qui était redevenue à peu près normale. Les indicateurs de mobilité nous permettaient de nous dire qu'on pouvait enquêter un vrai mode de déplacement qui signifiait quelque chose.
L'enquête a été suspendue le 11 décembre 2021. C'était le début de la 5e vague du Covid. On commençait à avoir des effets sur les indicateurs qu'on suit toutes les semaines pendant les réalisations d'enquête. On commençait à voir qu'il y avait des choses plus très normales qui se passaient à cause de la crise sanitaire. Et donc, elle a été interrompue définitivement le 11 décembre, alors qu'il nous restait encore quelques enquêtes à faire, mais qui n'impactent pas pour autant la fiabilité globale des résultats. Donc après, c'est tout un travail de nettoyage des fichiers, de redressement, etc. Ce qui fait que les fichiers finaux, vraiment exploitables, ont été livrés en septembre 2022. Ils ont depuis été exploités, débattus entre les partenaires depuis le début de 2023, et depuis le mois de juin de cette année, on a commencé à publier les premiers résultats. Et puis le temps long de l'enquête va continuer, puisqu'on a encore plusieurs années d'exploitation avant d'avoir fait le tour complet de tout ce que peut nous apporter une enquête comme ça. On dit souvent qu'une enquête ménage déplacement ou une enquête mobilité certifiée CEREMA, elle est faite pour 10 ans d'études. Alors notre enquête la plus récente, donc c'est 313 communes dans 3 départements, c'est presque 6200 ménages qui ont été enquêtés. Pratiquement la moitié ont été enquêtés en face à face à leur domicile, l'autre moitié a été enquêtée au téléphone. C'est au total 9625 personnes de 5 ans et plus qui ont été interrogées. C'est presque 33 000 déplacements qui ont été décrits précisément par ces gens-là. C'est 21 semaines d'enquête. Et c'est une enquête qui reste quand même aux 2 tiers. Les 2 tiers des personnes enquêtées ont été enquêtées avant la crise sanitaire, et donc un tiers à partir de 2021. Et puis, bien sûr, une enquête comme ça, elle ne peut exister que s'il y a des partenaires qui la financent et qui se mettent tous ensemble autour d'une table pour la mener à bien. Alors, l'enquête a été pilotée par Saint-Étienne Métropole pour le compte de ce partenariat, mais c'est quand même 3 syndicats mixtes qui sont dans ce partenariat, le SCOT Sud-Loire, la Jeune-Loire et ses rivières, et l'ex-SCOT Loire-Centre. C'est 4 PCI, Saint-Étienne Métropole, Loire Forêt Agglomération, Forêt Est et les Monts du Pilat. Et puis, bien sûr, c'est le soutien des partenaires supra que sont l'État, la région Auvergne-Rhône-Alpes et le département de la Loire. Alors, on rentre tout de suite dans les résultats. Alors, dans un temps aussi court, on va être très, très succinct sur les résultats qu'on peut vous apporter. Mais voilà, pour commencer, l'un des enseignements d'une enquête comme ça, sur un territoire, sur l'ensemble de notre territoire, on a 430 000 voitures particulières qui sont à disposition des ménages du territoire. C'est en moyenne à peu près 1,3 voitures par ménage. Comme on le disait tout à l'heure, la voiture est devenue un bien de la personne plus que du ménage, mais il y a quand même un mais, il y a encore 17% des ménages de notre territoire qui n'ont aucune voiture à disposition. Alors globalement, dans l'ensemble des territoires des partenaires, on est quand même à 10% des ménages qui n'ont pas de voiture à disposition, donc y compris dans des secteurs moins urbains, il y a encore 10% des ménages qui n'ont pas de voiture à disposition. Et bien entendu, c'est sur la ville de Saint-Étienne où le nombre de ménages sans voiture est le plus important. C'est quasiment c'est plus d'un ménage sur 3 qui habite la ville de Saint-Étienne et qui n'a pas de voiture à disposition. Globalement, la grande majorité de la population de 18 ans et plus a une voiture à sa disposition. Il y a seulement 14% de la population qui n'a pas le permis de conduire. Voilà. Et je me suis perdu. Voilà. Donc, globalement, on a 0,9 voitures à disposition pour un titulaire du permis de conduire. Donc, on est vraiment sur cette voiture équipement de la personne. On a une personne qui a le permis, elle a une voiture à disposition dans la grande majorité des cas. Dans la plupart des territoires, si on sort de Saint-Étienne Métropole, on a une voiture par personne en âge de titulaire du permis de conduire, voire même dans certains secteurs un peu plus. Là où on a une baisse importante de cet équipement en voiture, c'est pour les habitants de la ville de Saint-Étienne. Alors, il y a déjà moins de possesseurs du permis de conduire parmi les 18 ans et plus pour les habitants de la ville de Saint-Étienne. Et puis, on a moins de voitures pour chacun de ces possesseurs-là. Alors, l'autre grand enseignement de ces enquêtes, bien sûr, c'est de parler de la mobilité. Donc, en moyenne, un habitant du territoire, un habitant de 5 ans et plus, il effectue 3,5 déplacements sur un jour moyen de semaine. Mais ça, c'est une moyenne. Il y a quand même 12% des habitants qui ne se déplacent pas un jour moyen de semaine. Donc, il y a 12% des habitants de notre territoire qui ne sortent pas de leur domicile un jour de semaine. Alors après, il y a des écarts entre les différents territoires.
Il y a des secteurs où il y a très peu d'immobiles et les secteurs où on retrouve le moins d'immobiles sont des secteurs de la ville de Saint-Étienne. Donc, c'est l'hypercentre de Saint-Étienne, c'est le secteur Foriel, c'est le secteur Monthieu-Ternois. À l'opposé des secteurs où il y a plutôt plus d'immobiles que dans le reste du territoire. Et là, on va aller plutôt sur des territoires, des secteurs un peu plus périphériques, le Pilat rhodanien, le secteur de Boin, le secteur de Bamigny, mais aussi la basse moyenne vallée du Gy. Globalement, on disait tout à l'heure, le temps de déplacement par personne est relativement stable. Sur l'ensemble de notre territoire, en moyenne, une personne se déplace à environ 60, un peu plus de 65 minutes par jour, de 68 minutes exactement. Mais ça, là aussi, ça cache un certain nombre de disparités. Il y a un quart de la population qui passe moins de 30 minutes par jour à se déplacer. Donc là-dedans, il y a les immobiles, mais il y a aussi des gens qui se déplacent moins de 30 minutes par jour. Alors, 30 minutes par jour à se déplacer, ça veut dire qu'on fait vraiment très peu de déplacements et en hyper proximité autour de son domicile. À l'opposé, il y a 15% de la population qui passe plus de 2 heures par jour à se déplacer sur notre territoire. Et puis, en contrepartie de ça, qui nous montre aussi la prédominance des déplacements de proximité, il y a seulement 18% de la population qui fait plus de 50 km par jour. Ce qui veut dire une très grande majorité de la population qui se déplace très proche de son domicile pendant la journée. Alors, bien sûr, l'autre point très intéressant dans ces enquêtes, c'est tout de suite la question des parts modales, hein, quelle est la proportion des différents modes pour se déplacer. Sur l'ensemble de notre territoire, on a un jour moyen de semaine pratiquement 2,4 millions de déplacements quotidiens. La voiture est le mode largement le plus utilisé, 62% des déplacements, presque 1,5 million de déplacements en voiture tous les jours. Le deuxième mode le plus utilisé, c'est la marche, donc c'est des déplacements intégralement réalisés à pied, hein, qui n'utilisent aucun mode mécanisé. 28% des déplacements. Viennent ensuite les déplacements en transport collectif, qui représentent 8% des déplacements à l'échelle de l'ensemble du territoire. Et puis le vélo, qui reste relativement faible sur notre territoire, en dessous de 1%, avec seulement 16 000 déplacements quotidiens. Bien sûr, en fonction des territoires, on observe un certain nombre de disparités, alors qui ne sont pas si marquées que ça, hein. Globalement, dans tous les territoires, ou presque, la voiture représente et est utilisée dans 3 déplacements sur 4. Le territoire qui se distingue le plus étant bien sûr le territoire de la ville de Saint-Étienne. Les habitants de la ville de Saint-Étienne sont les seuls à mettre en premier comme mode de déplacement la marche, avec 46% de leur déplacement, et la voiture qui est quasiment 10 points en dessous. On voit aussi après derrière qu'en termes de transport collectif, c'est principalement les habitants de la ville de Saint-Étienne qui les utilisent, puisqu'ils l'utilisent dans 15% de leurs déplacements. Dans les autres territoires, on est plutôt aux alentours de 5%. Un petit zoom sur genre, mode et motif pour dire qu'il y a encore en 2021 un déterminisme très fort entre genre, mode et motif utilisés. Globalement, la mobilité des hommes et des femmes, elle est à peu près identique, hein. On est en moyenne à 3,5. Les femmes sont à peine en dessous, les hommes sont à peine au-dessus. Donc on peut dire que hommes et femmes ont la même mobilité globale, mais quand on regarde un peu dans le détail, on voit que c'est un peu différent. Si on regarde sur l'usage de la voiture en tant que conducteur, les hommes utilisent nettement plus la voiture en tant que conducteur que les femmes. Les femmes sont plus souvent passagères des véhicules. On voit que les femmes marchent un tout petit peu plus que les hommes, qu'elles utilisent à peine plus les transports collectifs que les hommes. On voit aussi que le vélo, c'est un mode très masculin. Il y a 77% des déplacements qui sont faits en vélo sur notre territoire qui sont faits par des hommes. Si on regarde pour les motifs de déplacement, on voit que les hommes, en semaine, les hommes se déplacent nettement plus pour le travail que les femmes. Et on voit à l'opposé que les femmes, elles assument encore beaucoup de ce qu'on peut appeler les tâches obligées de la vie du ménage, c'est-à-dire l'accompagnement, l'achat, les démarches, notamment l'accompagnement, où on n'est pas loin de 2 fois plus de déplacements d'accompagnement pour les femmes que pour les hommes. Alors sur notre enseignement sur les origines, destinations, enfin les motifs à l'origine et à la destination de ces déplacements, le premier, alors qui est un invariant, hein, qui reste présent dans toutes les enquêtes et qui reste présent dans le temps,
La plaque tournante des déplacements, ça reste le domicile. 78% des déplacements réalisés au quotidien ont au moins une de leurs extrémités qui part du domicile. Et quand une personne moyenne sort de chez lui pour se déplacer, dans 2 cas sur 3, c'est juste pour aller faire une activité avant de revenir à son domicile. Donc on part de chez soi pour aller au travail et on reviendra directement du travail à son domicile dans 2 cas sur 3, où on part pour faire des achats, etc. Après, si on regarde plus le pourquoi on se déplace, on voit qu'un tiers des déplacements, alors seulement, on pourrait dire, est lié en semaine, hein, on est bien en semaine, est lié à des motifs qu'on appelle les motifs obligés. Donc, quand on se déplace pour le travail ou quand on se déplace pour les études. À côté de ça, la raison la plus fréquente pour laquelle on se déplace, c'est pour des questions de loisirs ou de rendre visite à des parents et à des amis. Et puis les achats, on se déplace 1 fois sur 5 quand on se déplace, c'est pour des questions d'achat. On voit que les déplacements d'accompagnement pèsent aussi pas mal dans la journée, puisque 17% des déplacements sont liés à des pratiques d'accompagnement. Un petit zoom sur le croisement entre le motif de déplacement et le mode de déplacement. Alors déjà, la première chose qu'on peut voir, c'est quel que soit le motif pour lequel on se déplace, c'est toujours la voiture qui est le mode le plus utilisé. Pour le travail, c'est même 80% des déplacements entre le domicile et le travail qui sont effectués en voiture particulière et seulement 10% à pied, 7% en transport collectif. On voit que la marche est relativement utilisée pour tous les déplacements liés aux loisirs et aux visites à des parents et des amis, puisqu'elle atteint quand même 40%. Qu'elle est aussi relativement utilisée pour les déplacements liés aux achats, où elle atteint 35%. Le seul point vraiment visible sur ce graphique-là, c'est les déplacements entre les domiciles et l'école ou les études. Donc, c'est depuis l'école maternelle jusqu'aux études supérieures, hein. On est quasiment à une répartition égale entre marche, voiture et transport collectif. Alors, même si la voiture est encore un petit peu devant, mais voilà, pratiquement un tiers en transport collectif, un tiers en voiture, un tiers en marche. Un dernier point sur ces grands enseignements de cette enquête-là, sur les périodes de pointe et la répartition des déplacements au cours de la journée. On a clairement 2 périodes de pointe qui se dessinent sur la journée de déplacement. Le matin entre 7h et 9h, le soir entre 16 et 19h. Il faut quand même voir que le matin, dans cette période de pointe de 2 heures, là, c'est 17% des déplacements de la journée qui sont effectués. Le soir, sur une période de pointe de 3 heures, c'est 28% des déplacements. Ce qui veut dire qu'on n'a pas tout à fait, mais presque la moitié des déplacements d'une journée qui s'effectuent sur seulement 5 heures de cette journée-là. Et on voit, alors c'est la petite courbe bleue ici, c'est les déplacements en tant que conducteur de voiture, donc qui permettent d'avoir une vision du nombre de voitures en circulation pendant ces heures-là. Et on voit qu'on est exactement sur le même schéma avec 17% des voitures qui vont circuler sur la journée, qui circulent sur l'heure de pointe du matin, et 29% des voitures qui vont circuler, qui circulent sur l'heure de pointe du soir. Un petit point, alors on ne va pas le regarder intégralement dans le détail, mais sur où les gens se déplacent, d'où à où ils se déplacent. Alors, le point très important, d'abord, les gens se déplacent à l'intérieur de notre périmètre d'enquête. Sur les presque 2 400 000 déplacements quotidiens, il y en a 93% qui restent totalement à l'intérieur de notre territoire d'enquête. Il y en a 5% qui sont des échanges avec les extérieurs du territoire et seulement 2% qui sont réalisés par des habitants de notre territoire totalement à l'extérieur du territoire. Et deuxième enseignement, non seulement ils se déplacent dans l'enquête, mais en plus ils se déplacent en proximité autour de leur secteur de résidence, puisque parmi tous ces déplacements internes, 90% vont rester à l'intérieur du territoire de chacun des partenaires de l'enquête. Donc voilà, on se déplace avant tout en proximité immédiate. Du coup, l'importance de Saint-Étienne Métropole fait qu'avec 1 200 000 déplacements internes à Saint-Étienne Métropole, c'est déjà plus de la moitié des déplacements de l'ensemble des déplacements comptabilisés un jour moyen de semaine sur notre grande enquête qui se font à l'intérieur de Saint-Étienne Métropole. Alors après, si on regarde les grands échanges entre territoires,
Les échanges les plus importants, ils sont réalisés entre le territoire de Saint-Étienne Métropole et le territoire de Loire-Forêt Agglomération. C'est 75 000 déplacements quotidiens d'échanges entre ces deux territoires. Viennent ensuite les échanges entre Saint-Étienne Métropole et l'approche Haute-Loire, la Jeune Loire, puis les échanges entre Saint-Étienne Métropole et Forêt-Est. Et ensuite, mais nettement en dessous, les échanges entre Loire-Forêt Agglomération et Forêt-Est. Tous les autres échanges sont inférieurs à 10 000 déplacements quotidiens. Si on regarde juste un petit focus sur ce qui passe quand on échange avec l'extérieur, le flux le plus important dans les échanges avec l'extérieur, c'est un flux d'échanges entre Saint-Étienne Métropole et la métropole de Lyon. C'est 27 000 déplacements quotidiens. Donc c'est un nombre important, mais c'est un nombre qui reste quand même très très inférieur aux 75 000 échanges entre Loire-Forêt et Saint-Étienne Métropole, ou entre Saint-Étienne Métropole et la Jeune Loire ou Forêt-Est. Il y a un secteur un petit peu plus particulier sur notre territoire, qui est le secteur au nord de la Coplère et du Val d'Aix, qui lui a des échanges pour un nombre de déplacements internes à 31 000, à presque 13 000 échanges avec le nord du département, et en particulier le territoire du Rouennais. Voilà pour un point très, très condensé des grands résultats. Alors, on ne pouvait pas ne pas vous parler de quelques évolutions marquantes depuis les années 2010. Alors, ça va être aussi du condensé, mais c'est quand même le grand intérêt de ces enquêtes que de pouvoir montrer les évolutions des territoires. Alors, le premier enseignement, mais qu'on avait déjà constaté entre 2001 et 2010, c'est une baisse de la mobilité qui s'est accentuée sur cette dernière décennie. Alors, vous voyez sur le petit graphique, sur les territoires équivalents de chaque enquête, donc sur les territoires de 92, les évolutions de 92 et 2001, sur le territoire de 2001, les évolutions 2001-2010, etc. Vous voyez que globalement, jusqu'aux années 2000, on était plutôt sur une tendance à voir la mobilité augmenter. Et puis, à partir de 2000, alors ce n'était pas spécifique à la région stéphanoise, c'était quelque chose qui s'est constaté au niveau national dans toutes les enquêtes. Aux alentours des années 2000, on a constaté une relative, soit une stabilité de la mobilité, soit une légère baisse de la mobilité un peu de partout. À l'époque, on expliquait une grande partie de ça par le vieillissement de la population. Là, sur notre enquête récente, alors sur le territoire de l'enquête de 2010, on voit qu'on a une baisse qui s'est nettement accentuée, cette baisse de la mobilité. Il y a un fait nouveau, c'est que dans les phénomènes précédents, on avait plutôt tendance à avoir une baisse de la mobilité qui était surtout marquée sur la ville de Saint-Étienne, alors que les territoires plus périphériques avaient plutôt tendance à voir leur mobilité augmenter encore, et qui s'expliquait plutôt par cette différence de vieillissement et d'évolution sociodémographique des territoires. Aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que cette baisse de la mobilité, elle concerne tous les territoires, même les territoires les plus excentrés. Et à l'inverse, on a plutôt une légère hausse de la mobilité pour les habitants de la ville de Saint-Étienne. Donc, on a essayé de creuser un peu pour chercher à expliquer d'où venait cette baisse de la mobilité. Le premier constat, c'est que cette baisse de la mobilité, elle concerne plutôt les populations jeunes. Elle concerne plutôt des actifs, des étudiants et des scolaires. Et on a fait des tests pour voir si elle pouvait être imputable au vieillissement de la population, et elle n'est absolument pas liée au vieillissement de la population. On observe même plutôt une tendance à ce que la mobilité des plus âgés soit en augmentation entre nos deux enquêtes. Du coup, on a, en fonction de dont on a parlé un peu avant, on s'est dit qu'il peut y avoir un impact très fort des modifications de mode de travail notamment. Donc, on a analysé pour voir s'il y avait un effet télétravail en suivant de près la mobilité vers le travail principal. Et ce qu'on constate, c'est que la mobilité est équivalente entre l'enquête de 2010 et l'enquête de 2021 sur ce type de déplacement-là. Donc, la baisse de la mobilité n'est pas liée à un développement monstrueux du télétravail qui aurait un impact sur l'ensemble de mobilité. Sur la question des études, c'est pareil, on s'était posé un peu la question en disant peut-être que les études à distance, etc., ont pu créer cette baisse de mobilité. Ce n'est pas du tout le cas non plus. La mobilité vers le lieu d'études principal des étudiants a même plutôt légèrement augmenté entre les deux enquêtes, donc ce n'est pas du tout lié à ça. Donc du coup, on a cherché d'autres pistes pour expliquer cette baisse de la mobilité.
La première qu'on a trouvée et qui a un impact assez fort, c'est une augmentation très très marquée des scolaires, donc des maternelles jusqu'au lycée, qui sont en journée continue, c'est-à-dire qu'ils ne rentrent plus chez eux pour déjeuner à midi et qui mangent sur place. Il y a une augmentation très importante qui, du coup, forcément limite la mobilité de ces jeunes vers leur lieu d'études, mais qui peut aussi avoir un impact assez fort sur les déplacements d'accompagnement, notamment pour les plus jeunes. Ils sont souvent accompagnés à l'école, donc s'il ne faut pas venir les chercher à 11h30 et les ramener à l'école à 13h30, c'est non seulement des déplacements économisés pour ces jeunes-là, mais aussi pour les parents, nounous, etc., qui peuvent les accompagner. On a observé aussi une baisse visible des déplacements professionnels. Donc là, on y retrouve probablement un impact assez fort du développement des visios en entreprise. Développement qui était déjà présent avant la crise sanitaire, qui s'est fortement intensifié, mais qui était déjà quelque chose d'ancré dans un certain nombre d'entreprises bien avant la crise sanitaire. Et puis alors, il y a des choses qu'on a encore à expliquer et à creuser, c'est qu'on observe beaucoup de baisse de mobilité pour ces actifs, pour les étudiants, pour les scolaires. On a une baisse assez forte de la mobilité qui n'a pas de relation avec l'activité principale, c'est-à-dire moins de déplacements vers les loisirs, moins de déplacements vers les visites, un peu moins de déplacements vers les achats aussi. Et donc, il va falloir là-dessus qu'on creuse dans les années d'études qui nous attendent encore pour voir quels sont les impacts de tout ça. Est-ce qu'il y a des questions de paupérisation? Est-ce que c'est des questions d'optimisation des déplacements et toutes ces choses-là qu'il va falloir creuser? Alors, un point, parce que à ce stade-là, un certain nombre de gens peuvent se dire baisse de la mobilité, baisse du nombre de déplacements. Pour autant, on n'a pas l'impression, en 10 ans, d'avoir vu les bouchons et autres diminuer autour de Saint-Étienne. Bien au contraire. Il y a effectivement un phénomène à double sens, c'est-à-dire que la mobilité baisse bien, mais la mobilité pendant les heures le nombre de déplacements pendant les heures de pointe est en augmentation entre nos deux enquêtes. Si on regarde sur l'heure de pointe du matin, l'heure de pointe du matin en 2021, c'est 15 000 déplacements de plus que ce qu'on observait en 2010 sur la même période horaire. C'est 4 200 véhicules de plus qui circulent sur cette heure de pointe. Si on regarde l'heure de pointe du soir, on est à peu près équivalent au nombre de déplacements sur les 3 heures, mais déjà avec 2000 véhicules de plus qui circulent sur cette période-là. Et surtout, ce qu'on observe, c'est que l'heure de pointe elle a tendance à se condenser plus sur les 2 premières heures que ce n'était le cas il y a 10 ans. Et donc, si on regarde uniquement les 2 premières heures de la pointe du soir, c'est 10 000 déplacements de plus et près 6 400 véhicules de plus en circulation. Par contre, on a une forte baisse du nombre de déplacements pendant la pause de midi. Alors, vous voyez sur le graphique, là en gris, c'était les données de l'enquête de 2010 et en jaune, ceux de l'enquête d'aujourd'hui. Le nombre de déplacements pendant la pause méridienne a très fortement baissé. On y retrouve probablement une explication avec le nombre de scolaires en journée continue, mais aussi peut-être moins de déplacements vers les loisirs pour les actifs pendant cette pause méridienne. Alors au final, aujourd'hui, on a une agglomération stéphanoise, un bassin de vie stéphanois qui se rapproche de ce qu'on avait déjà observé dans un certain nombre de villes, de grandes villes, un peu plus tôt, dès 2010. C'est-à-dire c'est la disparition globalement de la pointe du Midi. En 2010, l'agglomération stéphanoise, pour une agglomération de cette taille-là, était relativement symptomatique avec quasiment 3 périodes de pointe, une pointe le matin, une pointe à midi, une pointe le soir. Et aujourd'hui, on rentre dans la tendance nationale, c'est-à-dire à gommer, gommer assez fortement la période de pointe du midi. Alors pour finir sur ces grandes évolutions, si on regarde les parts modales, donc sur la base du territoire de l'enquête de 2010, globalement, on pourrait dire qu'on est sur une certaine stabilité. On voit que la part modale de la voiture en tant que conducteur est identique entre les deux enquêtes. On a un petit peu moins de passagers de véhicules en 2021 qu'en 2010, ce qui nous amène à une baisse globale de la voiture d'environ 2 points. Cette baisse, elle est récupérée par la marche, et donc on a une augmentation de 2 points de la marche à pied entre nos deux enquêtes qui est observée. Au niveau des transports collectifs, on est plutôt à l'équilibre aussi. Il y a une très très légère hausse, alors qui est surtout marquée sur le transport collectif urbain, pendant que les autres types de transports collectifs se sont très légèrement tassés.
Et puis au niveau du vélo, c'est toujours pas la grande révolution dans le bassin de vie stéphanois. On est globalement à de la stabilité, une hausse très minime qui statistiquement est peu significative, on va dire. Et pour vraiment finir sur ces questions d'évolution, là où on a des évolutions extrêmement marquées, les évolutions en termes de part modale les plus marquées entre nos deux enquêtes, c'est si on se concentre sur les habitants de la ville de Saint-Étienne. En 2010, le mode principal utilisé par les habitants de la ville de Saint-Étienne, c'était encore la voiture, puisque 33% de conducteurs, 11% de passagers, ce qui nous faisait 44% de voitures. On a une vraie bascule en 2021, puisque le mode le plus utilisé devient largement la marche, qui a gagné 6 points de part modale entre les deux enquêtes. Et pendant ce temps, la voiture a perdu, et elle a perdu à la fois sur les conducteurs, mais aussi sur les passagers, mais aussi sur les conducteurs, où on a un recul de 4 points de la part modale de la voiture des conducteurs. En parallèle de ça, on a une très légère augmentation du transport collectif de 1 point. Et puis au niveau du vélo, alors si on regarde après les virgules, on pourrait dire qu'il a doublé, mais pareil, il partait de très bas et aujourd'hui, même en ayant doublé, il reste inférieur à 1% pour les habitants de la ville de Saint-Étienne. Voilà pour cette présentation très rapide. On vous mettra à disposition dans la journée, je pense, le PowerPoint. Vous avez à la fin du PowerPoint une petite synthèse où vous pouvez récupérer tout un lien, soit vers les questions plutôt méthodologie historique au niveau du site du CIREMA, les actualités des EMC2 en France. On a aussi une page sur notre site où on publie tous les résultats de l'enquête. Donc, il y a un document de 16 pages qui a été publié maintenant depuis plusieurs mois. Et il y a un document beaucoup plus exhaustif, beaucoup plus technique qui a été mis en ligne fin de semaine dernière sur ces grands résultats. Et puis, il y en a d'autres qui vont arriver. On a aussi tous les résultats de l'enquête et puis des questions plus spécifiques où vous pourrez aller retrouver des références sur les sites du CIREMA, notamment sur toutes ces questions évolution des mobilités, impact des crises sanitaires et e-commerce. Voilà, je ne sais pas si... Bon, il n'y a pas beaucoup de questions, il n'y a qu'une seule question dans le chat pour l'instant auquel Christophe a déjà répondu. Donc je ne sais pas s'il y a d'autres questions, sinon on va en finir là. Bon, merci à tous. Juste un dernier petit point pour vous dire que les webinaires d'Épure continuent d'ici la fin de l'année et que donc il y a d'autres rendez-vous programmés le 10 octobre sur les questions de fiscalité et le 19 octobre sur les questions du ZAN avec l'intervention de l'avocat conseil de l'agence Maître Solaire-Couteau. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, merci à vous d'avoir participé et à bientôt dans les webinaires d'Épure. Au revoir. Moi, je remercie l'agence et puis merci à tout le monde et encore désolé pour tout à l'heure.